Bienvenue dans ce nouveau Deep Dive. Aujourd'hui, on s'attaque à une pièce assez unique, une analyse critique du livre Death in June, à l'ombre des runes. Oui, c'est une biographie fleuve, plus de 700 pages, sur le groupe post-punk Death in June. Exactement. Et notre mission, c'est de décortiquer comment cette analyse, elle présente le livre comme un cas d'école de blanchisserie idéologique. On va suivre la piste, voir comment des idées, disons, radicales, peuvent être rendues acceptables sous un vernis artistique. C'est ça. En fait, l'analyse explique que le livre, qui est écrit par un fan très dévoué, Aldo Chimenti, utilise une rhétorique assez sophistiquée pour dédouaner le groupe. Le dédouaner de sa fascination, disons, obsessionnelle pour l'imagerie nazie. D'accord. Le point de départ, ce n'est pas tant la musique, mais vraiment la stratégie de légitimation qui est décrite. Et l'analyse, elle s'appuie sur le concept de combat culturel. C'est l'idée de réhabiliter des idées via la contre-culture, en fait. D'accord. Alors, entrons dans le concret de ce mécanisme. L'analyse dit que la première étape, c'est de s'attaquer à l'histoire. Le nom même du groupe, Death in June, c'est une référence directe, non ? Tout à fait. Ça fait référence à la Nuit des Longs Couteaux et donc à l'assassinat d'Ernst Röhm, le chef des SS. Oui. Et c'est là que l'analyse pointe un premier élément, très important. Le livre présenterait Röhm non pas comme l'architecte de la terreur nazie, mais comme une figure... Une figure tragique ? Voilà, tragique, romantique et trahie. C'est le terme. L'accent est mis sur son homosexualité, sur le côté soi-disant socialiste des SA. Ça crée une distinction, en fait, entre un bon nazi, qui serait Röhm, et un mauvais nazi, Hitler. Ah oui, c'est redoutable comme technique. Donc l'analyse met en lumière une sorte de bouclier moral. Le message sous-jacent serait « Je ne peux pas être un sympathisant nazi, regardez, mon héros appartient à un groupe qu'ils ont persécuté. » C'est exactement ça. L'analyse qualifie ça de révisionnisme qui permet à l'artiste, Douglas Pearce, de s'approprier toute une esthétique nazie tout en se posant en victime potentielle du nazisme. D'accord. Et cette stratégie du deux poids, deux mesures, l'analyse la retrouve un peu partout, surtout dans l'utilisation des symboles. Justement, parlons-en. Le plus connu, c'est cette tête de mort, la Totenkopf. Le livre la justifie comment ? Alors la défense officielle, qui est relayée dans le livre, c'est celle du memento mori, un symbole universel qui nous rappelle notre mortalité. Voilà. Un grand classique. Sauf que ce que l'analyse critique souligne, c'est que le graphisme utilisé n'est pas du tout générique. C'est spécifiquement celui des SS Totenkopferbanden. Les gardiens des camps de concentration. Les gardiens des camps, oui. Donc d'un côté, on prétend être sensible à la tragédie, de l'autre, on utilise le logo des bourreaux comme une marque de t-shirt. L'analyse pointe un cynisme assez profond, si je comprends bien. Elle parle d'une dissonance cognitive, c'est-à-dire que le livre affirmerait la sensibilité de l'artiste face à l'Holocauste, tout en transformant les symboles des bourreaux en produit commercial. Et ça va encore plus loin avec l'album Brown Book, non ? Là, on est carrément dans l'acte musical. Le livre aborde la reprise de l'hymne nazi, le Horst Wessel Lied. Oui, bien sûr. Et la justification rapportée, c'est celle de la provocation pure. Pour choquer les bigots bien pensants ? C'est ça. Et l'analyse, elle, qualifie cette posture de sociopathique, parce qu'elle réduit l'histoire, la souffrance, à un simple outil pour flatter l'ego de l'artiste, quoi. J'imagine que l'argument principal du livre, c'est la liberté artistique. Absolument. Et c'est là que l'analyse pointe ce qu'elle appelle une inversion des valeurs. La liberté de l'artiste devient plus importante que la mémoire des victimes. Et dans cette logique, c'est l'antifascisme qui est dépeint comme la véritable intolérance. Le monde à l'envers, en somme. Bon, on a la réécriture de l'histoire, la manipulation des symboles, la provocation. L'analyse identifie un dernier maillon dans cette chaîne, l'éditeur lui-même, Camion Noir. Oui, il est présenté comme un acteur clé dans une stratégie de confusionnisme. En publiant dans la même collection des biographies de Led Zeppelin à côté d'ouvrages sur des scènes néo-nazis, l'éditeur brouillerait les pistes. Le radicalisme devient une subculture comme une autre. Exactement. Esthétisé, banalisé pour un public qui ne se tournerait jamais vers le fascisme politique, disons. Donc pour résumer, l'analyse qu'on vient de parcourir dépeint ce livre comme une œuvre de propagande métapolitique. Une œuvre qui, sous le vernis de l'art et de la contre-culture, rend l'imagerie fasciste cool, complexe et intellectuellement défendable. C'est vraiment un cas d'école de la manière dont des idées extrêmes peuvent se diffuser en contournant les défenses politiques par le biais de la culture. Ce qui laisse une question en suspens, et c'est ce que l'analyse nous invite à
à considérer. Un artiste peut-il vraiment, à lui seul, redéfinir le sens de symboles aussi lourdement chargés que ceux du nazisme? Ou est-ce que la mémoire collective de ces symboles finit toujours par l'emporter sur l'intention individuelle, qu'elle soit artistique, ironique ou provocatrice? C'est sur cette question que s'achève ce deep dive.